Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous portez bien aujourd'hui. L'année commence et nous intéressons à nos eaux usées. C'est une autre manière de nous intéresser à nos rivières et à notre fleuve et aussi à toutes les communautés vivant le long des eaux. L'intensité des déversements a augmenté dans les eaux québécoises ces dernières années avec plus de 40% entre 2022 et 2023 en Montérégie. C'est la Fondation Rivière qui a fait ce constat. Cet organisme incite les Québécois à se réapproprier leurs berges pour la baignade et le loisir. Peut-être avez-vous participé au grand splash comme moi l'été dernier. Oui, j'ai plongé dans les eaux du vieux port de Montréal. La bonne nouvelle est qu'il existe des solutions et des innovations pour rendre nos eaux propices à la baignade et même presque potables de nouveau. Nous vivrons de plus en plus de sécheresse avec les changements climatiques. Cette ressource devient donc précieuse. Et si nous flushions plus vert cette année? Nous en parlons tout de suite. Ne bougez pas. Je vote pour la science. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la gestion de nos eaux usées et par le fait même aux fleuves et à nos rivières. Pour en parler, je suis en compagnie d'André Bélanger, directeur général de la Fondation Rivière. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie de Yves Comeau, spécialiste des eaux usées et professeur associé à Polytechnique Montréal. Bonjour. Bonjour. Donc, bienvenue. Que savons-nous vraiment de ce qui reste dans l'eau issue des traitements des eaux? Les déchets pharmaceutiques ou microplastiques, tout ce qui va à l'eau n'est pas actuellement traité par les stations de récupération des ressources de l'eau, le nouveau nom des stations d'épuration des eaux. La solution serait sans doute de moins tirer la chasse d'eau ou de moins déverser. Cela passerait aussi par la réglementation, la sensibilisation, mais aussi par des innovations pour recycler nos eaux usées. Donc pour commencer, professeur Comeau, je vais commencer avec vous. Quels sont les enjeux au Québec dans l'épuration des eaux usées? Je vous dirais que les principaux enjeux sont de protéger la santé humaine et de protéger l'environnement. Donc, pour la santé humaine, on a des usages récréatifs, bien sûr, mais aussi de l'alimentation en eau potable. Et donc, quand on a des rejets dans des rivières et qu'on s'alimente à même ces rivières pour produire de l'eau potable, on a intérêt à avoir des stations d'épuration qui fonctionnent bien pour enlever la plupart des polluants. Alors, les moyens qu'on a pour arriver à ces deux objectifs-là de protection de la santé humaine et de protection de l'environnement, c'est d'enlever les polluants, en commençant par les matières décantables par décantation, enlever les matières biodégradables par procédés biologiques, et des procédés plus avancés pour enlever des contaminants d'intérêt émergent comme les produits pharmaceutiques auxquels vous faisiez allusion. Oui, on a aussi des hivers très froids. C'est un des défis que l'on a au Québec. D'une part, des hivers froids et d'autre part, des réseaux unitaires, c'est-à-dire qui combinent les eaux usées sanitaires avec les eaux usées pluviales. Alors, c'est un avantage pour ne pas déverser des eaux pluviales à l'environnement sans traitement, mais c'est un désavantage en ce que les eaux usées à traiter deviennent plus diluées et ça présente des défis. Quels sont ces défis de dilution des eaux de pluie? Comme la concentration des polluants devient moins élevée, ça prend des bassins de plus grande taille pour faire le traitement et les réactions biologiques ou de décantation sont ralenties parce qu'il y a plus d'eau à traiter. Donc, ça demande des bassins de plus grande dimension et les réactions sont moins efficaces. Le mieux, c'est toujours de contrôler, de réduire à la source auquel vous avez fait allusion tout à l'heure. C'est la meilleure des solutions. Donc, s'il y a des contaminants qu'on peut ne pas rejeter à l'environnement, c'est ce qu'il y a de mieux. Et je pense aux PFAS dont on entend parler depuis quelques années. Oui. Donc, c'est vraiment la meilleure façon de les interdire, de ne pas les utiliser dans le cas de ces produits-là. De la même façon, si on a des endroits où on a des rejets industriels, par exemple, qui se rejettent dans le réseau municipal, la meilleure façon de les traiter, c'est à la station même où la concentration est maximale pour avoir un traitement qui soit efficace. Oui, on va explorer tout ça. Monsieur Bélanger, quels sont les enjeux du côté de nos rivières et de notre fleuve? Principalement, les enjeux pour la santé humaine sont un peu moins importants parce que justement, il y a des traitements qui se font en amont, surtout au niveau des stations d'eau potable. Fait que ça, c'est quand même des frais supplémentaires pour traiter les eaux lorsqu'elles ne sont pas parfaitement nettoyées. C'est beaucoup sur les usages récréatifs où ce qu'on constate, c'est que les déversements d'eau usée durant les grandes pluies se produisent maintenant de plus en plus durant l'été.
Donc, il y a une concentration, il y a des pluies plus fréquentes et plus importantes durant les périodes où on se sert des plans d'eau. Et ça va avoir un impact sur, évidemment, les usages parce que lorsqu'il y a des grandes pluies, les systèmes de traitement des eaux usées ne sont pas capables de suffire à la demande. Et donc, comme le disait M. Comeau, les réseaux unitaires, ça fait en sorte que l'ensemble des eaux pluviales et sanitaires se ramassent dans les mêmes tuyaux. Et les tuyaux ont une capacité limitée, donc c'est évacué dans l'environnement. Donc ça, c'est le principal impact. Je vous dirais que c'est pour à peu près toutes les rivières, nous, on a fait des études. Oui. C'était là où il y avait... c'était vraiment un enjeu des eaux municipales qui faisait en sorte que les usages étaient plus possibles. Fait que dans ce sens-là, c'est un peu, si on veut retrouver le goût de protéger les rivières, puis le désir d'en prendre soin, il faut aussi pouvoir y avoir accès. Et donc, il y a une perception à changer là, sur les rivières. C'est pas si... Mais en général, la qualité des rivières est bonne lorsqu'il ne pleut pas, mais en temps de pluie, ça se dégrade rapidement. Oui, parce qu'à la Fondation Rivière, vous organisez le Grand Splash. Et c'est ça, le Grand Splash, moi, je l'ai expérimenté cet été. J'ai été sautée dans le fleuve et je me demandais justement comment c'était perçu par les gens. J'entendais beaucoup des gens autour de moi qui doutaient de la qualité de l'eau dans laquelle ils se baignaient. Donc, vous devez l'entendre souvent. Bien, c'est ça. Pour ce qui est des usages récréatifs, le principal indicateur, c'est les coliformes fécaux. Et lorsqu'il n'y a pas de déversement d'eau usée, les coliformes fécaux ne se retrouvent pas en bordure du fleuve, particulièrement dans le Vieux-Port et dans la plupart des rivières. Bon, M. Comeau parlait tantôt de traitement là, en 3 phases. Oui. À Montréal, l'eau qui ressort des stations d'épuration, elle n'est pas désinfectée. Donc, elle contient beaucoup de coliformes. L'impact n'est pas pour Montréal, il est pour toutes les villes le long de la rive nord du fleuve Saint-Laurent, de Montréal à Trois-Rivières, où là, c'est très difficile de se baigner, même par temps sec, parce que c'est le panache de Montréal qui vient contaminer la qualité des eaux en aval de Montréal. Est-ce que vous faites des grands splashs à Trois-Rivières aussi? On en a fait à Trois-Rivières, mais le seul endroit propice, c'était à l'île Saint-Quentin, parce que c'est l'eau du fleuve, c'est l'eau de la rivière Saint-Maurice. C'était pas le fleuve Saint-Laurent. Donc, il y a vraiment des enjeux importants pour les usages liés au traitement inadéquat des eaux usées en ce moment. Là. Oui, j'ai lu que l'état des rivières serait toutefois meilleur qu'il y a 40 ans. Est-ce que c'est une question de dilution, de sensibilisation à la pollution? C'est parce qu'il y a 40 ans, on ne traitait pas nos eaux usées. Là, on les traite. Fait que je pense que c'est le principal facteur. Même en 2023, je pense que c'est peut-être meilleur qu'en 2023. On n'a pas constaté, nous, d'amélioration significative depuis 10 ans. Le problème qu'on a, c'est souvent, c'est que c'est du développement urbain qui se fait dans des banlieues où les tuyaux, les réseaux finissent par revenir dans le réseau unitaire et là, ça déborde. Donc ça, c'est la question des débordements d'eau usée. L'autre partie dont M. Comeau pourra parler avec plus d'aisance que moi, là, c'est la question des traitements primaires, secondaires, tertiaires. Donc, toute l'usine d'ozonation à Montréal, là, pour 1 milliard, dont on est en train de développer. Le grand projet, ça va avoir un impact majeur. C'est la moitié des déversements, c'est la moitié des eaux usées qui vont être traitées adéquatement. Là. Oui, professeur Comeau, justement, est-ce que toutes nos eaux sont traitées de la même manière? Parlez-nous un petit peu des traitements de l'eau. Qu'est-ce qu'on fait quand on traite nos eaux? Alors, la réponse est non. Les eaux usées ne sont pas toutes traitées de la même manière au Québec. C'est le ministère de l'Environnement qui définit des normes pour chacune des stations en fonction de la capacité du milieu récepteur. Donc, si on a le fleuve Saint-Laurent, plutôt qu'une petite rivière comme la rivière du Nord, ce n'est pas du tout les mêmes exigences qui vont être imposées parce que le milieu récepteur est plus sensible. Alors, pour la ville de Montréal et les grandes villes de 2 des 3 stations de Laval, celle de Longueuil et de Repentigny, comme c'était juste en aval des rapides de la Chine, avec le débit du Saint-Laurent qui est à 9000 m3/s dans la région de Montréal, alors que le débit de la station, le débit de pointe est de 30 m3/s, donc on parle de 1 millième plus faible. On a constaté que la dilution était suffisante pour enlever la matière biodégradable. Et donc, ce qu'on a installé à Montréal, 2 stations de Laval, de Longueuil et Repentigny, ce sont des traitements primaires avancés avec ajout de coagulants pour enlever le phosphore. Mais c'est essentiellement de la décantation améliorée par ajout de produits chimiques. Mais il y a une mise aux normes, il y a un nouveau règlement fédéral qui est passé pour toutes les stations canadiennes, qui a fait en sorte que maintenant, des stations qui n'enlèvent pas la matière biodégradable
parce que des matières solubles ne sont pas enlevées par décantation, doivent avoir un traitement secondaire, donc un traitement biologique. Et normalement, ça devait être prévu pour 2030, la mise en opération, et là, il y a des retards. Ça va retarder d'au moins 5 ans pour la plupart de ces stations, et peut-être un peu plus même, mais il y a un traitement secondaire qui s'en vient. Oui, ça c'est l'ozonation, c'est ça? Non, ça c'est le traitement biologique. Okay. Alors, comme il y avait une réglementation sur l'enlèvement, sur la désinfection, donc la Ville de Montréal a dit très bien, ils ont fait des tests entre les UV et donc l'ultraviolet et le rayonnement ultraviolet et l'ozonation. Et ils ont trouvé que l'ozonation non seulement permettait de faire la désinfection, mais permettait d'enlever une bonne proportion des composés d'intérêt émergents, donc produits pharmaceutiques et entre autres. Et puis, donc, ils ont choisi l'ozonation. Maintenant, le coût du projet a explosé par rapport aux prévisions initiales. Ça fait déjà plus de 10 ans. Et donc, on est rendu à tout près d'1 milliard maintenant. Et donc l'usine d'ozonation va être installée avant que le traitement biologique soit en place. Normalement, ça aurait dû être fait dans l'autre sens. Alors, à peu près partout au monde, on fait d'abord le traitement secondaire avant de faire l'ozonation. Mais dans le cas de Montréal, ça va être à l'inverse, à cause de la réglementation qui était en place lorsque la décision a été prise de procéder à l'ozonation. Entendu. Qu'est-ce que permet l'ozonation? Ça permet la désinfection, donc l'enlèvement des coliformes fécaux. Et les coliformes fécaux sont l'indicateur de contamination fécale. Il y a toute une série d'autres contaminants qui sont présents, mais c'est celui-là qu'on mesure parce que ça nous informe qu'il y a une contamination d'origine fécale humaine. Et donc, ça permet de faire la désinfection, de tuer ces micro-organismes. Et comme c'est un puissant oxydant, ça permet d'enlever aussi des contaminants d'intérêt émergent, des composés organiques, produits pharmaceutiques, des composés de soins personnels, par exemple, produits de soins personnels et autres contaminants organiques. Entendu. Monsieur Bélanger, vous avez publié le palmarès 2023 des eaux usées. La Montérégie présenterait le pire bilan. C'est pour ça que je parlais de Trois-Rivières tout à l'heure. Je voulais savoir si vous étiez baigné. Les déversements des eaux usées, donc sans traitement, seraient plus intenses qu'avant dans de nombreuses municipalités, à défaut d'être plus nombreux, c'est bien le cas. Parlez-nous, par exemple, un petit peu de Longueuil et des municipalités qui sont les plus... Mais c'est ça. Le palmarès, ça fait 5 ans maintenant qu'on le fait. Puis, de fait, c'est des données qui vont de 2017 à aujourd'hui, donc oui. Où là, elles sont relativement uniformisées. Ce qu'on a constaté par l'analyse, en fait, c'est que l'indicateur utilisé par le ministère de l'Environnement, qui est le nombre de déversements, donc la cible que le Québec se donne, cette cible-là, on l'atteint ou à peu près. C'est une bonne nouvelle? Non, parce que c'est une mauvaise cible. Expliquez-nous. C'est une fausse bonne nouvelle, au sens où, oui, il y a moins de déversements, c'est-à-dire qu'il y a une cible établie autour de 43 000 et on est autour de 45 000 en nombre de déversements. Par année, pour tout le Québec. Pour tout le Québec. Là où le bas blesse, c'est que ce qu'on constate, c'est que les déversements sont moins nombreux, mais ils durent plus longtemps et ils se produisent sur des ouvrages qui déversent plus d'eau usée dans l'environnement au moment où ça se produit. Donc, il y a ce que nous, on appelle, c'est un calcul d'intensité des déversements, donc qui tient compte de la taille de l'ouvrage où il y a un déversement et de la durée. Quand on fait ce calcul-là, puis on le regarde de cette façon-là, plutôt que par nombre de déversements, on se rend compte à ce moment-là qu'il y a effectivement une augmentation de la quantité d'eau usée déversée dans l'environnement dans les dernières années. Et c'est ça qui est inquiétant. Et nous, on a demandé cette année au ministère de l'Environnement d'accélérer sa réflexion sur un indicateur qui aurait du sens et qui permettrait d'agir là où il faut agir. M. Comeau parlait tantôt du milieu récepteur. Oui. Le ministère de l'Environnement est en train d'émettre des attestations d'assainissement municipal qui doivent tenir compte de la capacité des milieux récepteurs. Bon, ça, c'est des indicateurs qui peuvent être bons, qui sont importants. Le problème, c'est qu'on a comme ça à la pièce la compréhension globale des problèmes et des priorités à mettre. Elle n'est pas claire. Elle n'est pas claire de la part du ministère, elle n'est pas claire de la part pour les municipalités. Et là, notre palmarès vient mettre en lumière un phénomène qui existe depuis très longtemps, qui sont les déversements. Puis, nous, on a ciblé la question du nombre. L'autre élément important, c'est qu'on a constaté, avec les changements climatiques, que les déversements qui se produisaient au printemps, là où il y a beaucoup de débit dans les rivières, et à l'automne, quand il y a des grandes pluies, ça se produit maintenant durant l'été. Donc, durant l'été, on a plus d'inondations pendant l'été. On a plus d'inondations, mais on s'entend pour le fleuve Saint-Laurent, passer de 9 000 m3 à 9 500 m3, la dilution est extrêmement importante. Mais dans des petits cours d'eau, par exemple la rivière du Nord, en été, c'est en période d'étiage, c'est très bas. Alors, quand il y a un coup d'eau, il y a une bonne pluie, il y a des déversements. La rivière n'a pas la capacité d'absorber ces contaminants-là et de les diluer
plus facilement et l'impact est plus important. Et c'est ça qui est inquiétant pour l'environnement. Puis évidemment, pour ce qui est de la baignade ou de l'utilisation des plans d'eau, bien, ça limite énormément la capacité d'en profiter, là. Oui. Professeur Comeau, parlez-nous des versements lors des pluies intenses occasionnées. Est-ce que les changements climatiques viennent un petit peu changer la donne? Est-ce qu'on en a plus qu'avant? Est-ce que c'est plus compliqué? Alors, effectivement, les changements climatiques complexifient la situation, augmentent l'intensité des pluies et à des périodes inhabituelles. Alors, André parlait à l'instant du fait qu'il y a des pluies estivales qui se produisent pendant l'été, alors que normalement, c'était plus au printemps ou à l'automne. Donc, on a des périodes de pluie intenses, même à de nouvelles périodes. Et ce qu'il y a de spécial dans les débordements, c'est que il y a le first flush, comme on dit en anglais, là, qui est le plus contaminé. Comment on le dit en français, ça, first flush? La première flush. La première flush. Oui, d'accord. Alors, ça consiste dans le rinçage du réseau par la pluie. Donc, il y a des dépôts qui se font dans les réseaux d'égouts. Et quand il y a une pluie intense, il y a un débit important qui arrive. Alors, les dépôts qui sont déposés, qui sont au fond des conduites qui se sont accumulés depuis un certain temps, vont à ce moment-là être transportés et amenés jusqu'à la station d'épuration. Donc, les villes de Québec et de Montréal sont les deux seules à ma connaissance qui font une tentative de gestion optimale pour récupérer ces eaux du first flush de façon qui sont les plus contaminées, de façon à les envoyer à la station. Et après, l'eau de pluie qui arrive dans le réseau, qui est beaucoup plus diluée et moins polluée, elle, c'est celle qu'on cherche à déverser et non pas l'ensemble des eaux qui arrivent dès le début de la pluie. Donc, vraiment, collecter et traiter les eaux qui arrivent au tout début de la pluie avant le débordement, c'est une pratique de gestion qui a été appliquée à Québec et Montréal de façon assez efficace quand même. Donc, je ne sais pas si la Fondation Rivière peut caractériser le moment auquel ça arrive. Je ne suis pas certain que le ministère fournisse cette information, mais c'est une façon que ces deux grandes villes ont trouvé pour réduire l'impact des débordements sur le milieu récepteur. Oui. Monsieur Bélanger, c'est quoi l'impact des changements climatiques sur nos rivières et sur nos... justement? Bien, c'est ça, là, je pense que ça a été bien expliqué par M. Comeau, mais l'autre impact, bien, c'est évidemment sur la question de ce que nous, on appelle le concept d'espace de liberté. C'est quoi? On a endigué les rivières, on a fait on s'est barricadé contre les inondations, alors que lorsqu'on se barricade à un endroit contre une inondation, bien, l'eau, elle va trouver son chemin ailleurs. Donc, on a construit des digues à Sainte-Marthe sur le lac et tout ça. Donc, toute la question de notre relation au territoire et à la rivière dans un contexte où la seule façon de contrer l'inondation parfois, c'est de laisser la rivière inonder un bout de territoire. Parce que de l'endiguer, ça veut dire que l'eau va se retrouver ailleurs. Donc, toute cette gestion-là, ça amène à se poser la question de redonner des espaces de liberté aux cours d'eau, des espaces de mobilité. Et ça, c'est un enjeu qui commence à être de plus en plus présent. Et ça se produit, au printemps, bien sûr, mais maintenant, c'est du printemps jusqu'à la fin de l'été, à toutes les périodes d'inondation. Fait que ça, c'est pour la question des inondations dans les cours d'eau. L'autre élément, c'est nous avons construit des villes minérales. Donc, étanches finalement. Étanches. Et l'eau, elle s'accumule à vitesse grand V dans les conduites d'égouts qui n'arrivent pas à traiter, c'est déversé dans l'environnement. Donc, il faut même, une des mesures simples qui pourrait être appliquée, qui l'est à certains endroits, c'est d'obliger les propriétaires de maisons unifamiliales à diriger les gouttières vers le gazon, au lieu de l'envoyer vers l'asphalte ou dans la rue, là où l'eau va s'en aller dans les égouts. Dans la canalisation, finalement. Exact. Oui. Mais c'est aussi de se dire, OK, est-ce qu'on ne pourrait pas se doter de réglementation qui ferait en sorte que les grands stationnements de centres d'achat auraient l'obligation de diriger l'eau vers des terre-pleins pour qu'elle s'accumule? Est-ce qu'on ne peut pas penser non plus les places publiques comme des espaces qui seraient temporairement inondables? On voit ça ailleurs. Avec des espaces perméables, finalement, des parcs... ou simplement des sortes d'endroits qui vont collecter l'eau pendant une période, la période du début de la pluie, qui vont permettre d'accumuler l'eau et de réduire la pression sur les réseaux et donc d'éviter de mal traiter l'eau, de ne pas la traiter suffisamment lorsqu'il y a trop de dilution et de réduire les déversements. Mais c'est surtout que la ville de Montréal et d'autres villes sont construites avec des rivières souterraines. L'eau circule de toute façon en dessous aussi. Donc, il faut être capable finalement de redonner la place à l'eau, de la circulation de l'eau finalement, simplifiée. Professeur Comeau, quelles sont les initiatives ou les solutions qui pourraient être mises en place par les villes ou qui le sont déjà? Alors,
d'abord, la pratique, la gestion des eaux pluviales auquel M. Bélanger vient de faire référence, c'est certainement une des options importantes. Donc, le contrôle à la source, l'infiltration en réseau et les bassins de rétention sont 3 grandes approches pour lesquelles un guide qui a été publié en 2011, mis à jour en septembre 2024, donc c'est tout récent, propose de bonnes solutions. Donc, c'est le ministère de l'Environnement et le MAMO, le ministère de l'Affaires municipales, et le MAMACH, en fait, là, qui ont produit ce document-là. Donc, ça, c'est une bonne approche. Maintenant, dans les prochains défis, on a une augmentation de la population au Québec, et par la densification des milieux ou la construction de nouveaux développements, ça met de la pression sur les systèmes d'égouts. Et donc, les solutions sont d'augmenter les capacités des stations qui deviennent à leur capacité et dépassent leur capacité. Donc, c'est une mise à niveau. Il y a les mises aux normes dont je vous parlais tout à l'heure pour les stations physico-chimiques qui vont devoir mettre un traitement biologique. Et dans les options à considérer, on peut penser à du traitement décentralisé. Donc, au lieu d'agrandir les grandes... Alors, au lieu d'avoir une grande station d'épuration comme pour toute l'île de Montréal, on a une seule station, on pourrait construire dans des nouveaux secteurs peut-être des stations d'épuration satellites où on aurait la capacité de traiter des débits qui seraient de plus faible taille. Et c'est des solutions qui sont explorées à différents endroits, en Australie en particulier et en Europe à certains endroits. Le Québec en fait peu, mais c'est une des options qui pourrait être considérée. Oui, j'ai entendu qu'en Namibie, on est capable de purifier l'eau jusqu'à la rendre potable. Alors oui, ça c'est vrai. Et en Namibie, la capitale de Windhoek d'ailleurs, depuis 1973, ils ont tellement peu d'eau là-bas, c'est vraiment très désertique, que la station d'épuration, il y a le tiers de l'alimentation en eau potable qui provient de la station d'épuration, qui est traitée avec des traitements avancés. Donc, on a un traitement primaire, secondaire, tertiaire, avancé jusqu'à l'osmose inverse, l'adsorption par charbon activé et ozonation des procédés de désinfection avancés. Et on est capable d'avoir une eau potable, de produire de l'eau potable. Souvent, on fait de la réutilisation de l'eau à un niveau moindre que jusqu'à la boire, mais il y a des endroits dans le sud des États-Unis où ils commencent à y penser. On appelle ça de la réutilisation, reuse en anglais. Et là, c'est la réutilisation directe. Oui. Alors, au Québec, on fait de la réutilisation indirecte. Je pense, par exemple, à la rivière des Mille-Îles, où on a 12 municipalités pour près de 500 000 personnes, pour lesquelles il y a 6 prises d'eau potable dans la rivière des Mille-Îles, et dans le bassin immédiat concerné par le bassin de la rivière des Mille-Îles pour ces municipalités-là, il y a 17 stations d'épuration qui rejettent leur effluent. Alors, quand on a des rejets comme ça qui se font dans l'environnement et qu'on s'alimente en eau potable, on appelle ça de la réutilisation indirecte. Alors, ce n'est pas direct, mais c'est indirect. Et le long du Rhin, du Rhône, on a le même genre de situation en Europe. Donc, et le long des grands bassins de Mississippi, par exemple, il y a des rejets d'une station d'épuration. L'eau est prélevée en aval pour alimenter une autre. Donc, M. Bélanger, tout à l'heure, parlait de l'effet du panache de rejet de la station de la ville de Montréal sur les stations qui sont du côté nord du fleuve Saint-Laurent jusqu'à Trois-Rivières. Alors, c'est aussi de la réutilisation indirecte. Entendu. Monsieur Bélanger, la qualité de l'eau serait aussi une question de gestion des bassins versants. On a tendance à traiter peut-être le problème de municipalité en municipalité, mais il faudrait voir beaucoup plus global et plus large. Le défi ici, c'est effectivement, en fait, c'est 1 milliard l'usine d'ozonation Montréal. On parle de 3,5 milliards pour faire le traitement secondaire juste à Montréal. La réseau environnement avait évalué à 40 milliards la mise à niveau des réseaux de traitement des eaux. Vous comprenez que c'est des sommes astronomiques, là. Donc, il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre. Puis cette décision-là, elle se fait malheureusement ville par ville, au cas par cas. Et c'est difficile d'avoir une vision à l'échelle d'un bassin versant. Nous, on travaille avec l'ensemble des municipalités sur la Rivière-du-Nord en ce moment, avec l'OBV, sur justement une approche du bassin versant qui permettrait de se dire, sur l'ensemble de toutes les actions prioritaires à faire, laquelle devrait être la première, deuxième, troisième? Comment on se fait un cadre de référence et de prise de décision qui tiennent compte de l'impact sur l'environnement et qui viennent aussi et des coûts, puis qui permettent d'arriver peut-être pas à la solution parfaite, mais une solution optimale en fonction des capacités budgétaires et des impacts sur l'environnement. Ça, c'est très difficile à faire. Et c'est très difficile au niveau gouvernemental. Vous savez, nos gouvernements, ça fonctionne par silos.
Oui. Donc, déjà, on a 2 silos qui sont le ministère de l'Environnement et le ministère des Affaires municipales qui essaient de se coordonner. Puis, à l'intérieur de ces 2 silos-là, il y a des micro-silos. Fait que vous imaginez que la perspective, la vue d'ensemble, elle est très difficile à obtenir. Puis, je pense que là, on a du chemin à faire, puis on serait gagnant à aller dans cette direction-là. Oui. Professeur Comeau, je vais terminer avec vous. Les eaux usées peuvent devenir une ressource, particulièrement en temps de sécheresse. Que nous réserve l'avenir par rapport à, justement, cette récupération ou ce traitement peut-être amélioré de cette ressource-là? Alors, vous avez évoqué au début de l'entrevue qu'on appelait maintenant les stations d'épuration des stations de récupération des ressources de l'eau. Oui, en anglais, ça s'appelle ça Water Environment Resource Facilities, donc comme l'on traduit de façon plus efficace en français par STAR, donc stations de récupération des ressources de l'eau. Et les ressources les plus importantes que l'on peut récupérer, ce sont d'abord de l'eau pour différents usages, une eau qui est traitée, qui est de meilleure qualité que celle qu'elle était quand on a commencé à la traiter. Donc, ça va jusqu'à la réutilisation d'eau potable par recharge directe ou indirecte. Évidemment, on a de l'énergie, donc on est capable de récupérer la matière organique, les matières biodégradables, de la mettre dans des digesteurs anaérobies pour récupérer du méthane. On peut aussi produire de l'énergie et chauffer des bassins, par exemple, ou des bâtiments. On peut récupérer la chaleur. Alors, c'est ce qu'on fait à Montréal. Dans le centre-ville de Montréal, on n'a pas d'endroit pour déposer des neiges usées. Il faut les transporter à une bonne distance. Donc, on les déverse dans l'intercepteur où la chaleur de l'eau fait fondre la neige et l'amène à la station. Donc, c'est une façon de récupérer la chaleur du réseau. Il y a des endroits comme à Vancouver où on détourne la chaleur des eaux usées par des échangeurs de chaleur pour chauffer des bâtiments ou un secteur résidentiel. Donc, l'énergie, essentiellement. Maintenant, les nutriments azote et phosphore peuvent être récupérés. C'est pas toujours économique de le faire, mais c'est possible de le faire. Et en Europe, il y a des endroits où ça se fait aux États-Unis aussi. Et finalement, les biosolides que l'on récupère après le traitement peuvent être valorisés. Alors là, il y a un enjeu sur les contaminants qu'on peut y trouver, les microplastiques, les PFAS et autres contaminants. Alors, on essaie de trouver les façons les plus efficaces de les gérer. On peut passer par l'incinération, mais on perd une bonne partie de la valeur fertilisante ou d'amendement de sol quand on fait l'incinération, mais on est capable de les valoriser. C'est quand même une bonne avenue et ça fait longtemps que ça se produit, cette valorisation. C'est une façon de réutiliser les ressources que l'on trouve dans les eaux usées. Oui, dans le monde, il y en a certains qui réutilisent l'urine pour les jardins aussi. Là. Mais bon, ça sera le cas dans une autre émission. On parlera de tous ces projets. Merci beaucoup. On était en compagnie d'Yves Comeau, spécialiste des eaux usées et professeur associé à Polytechnique Montréal, et d'André Bélanger, directeur général de la Fondation Rivière. Merci à tous les deux. Merci. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vote pour la science est une production de Science Presse avec Radio VM. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche, cette semaine, Fanny Robertscher. À la réalisation et au micro, Isabelle Burguin. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Vous pouvez suivre la page de Je vote pour la science sur le site de Science Presse. En attendant, je vous souhaite de passer une très 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 belle semaine à notre antenne. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductome.